terre. Il compte même envoyer une résolution au chef de l'État pour l'informer de la réalité de la situation. Et puis la 42e session ordinaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG s'est tenue ce matin à Dakar. De grands projets sont annoncés d'ici la fin de l'année par cette organisation intergouvernementale. L'Ascension est célébrée ce jeudi par la communauté chrétienne, une fête qui marque la résurrection et la montée au ciel du Christ. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG a tenu ce jeudi à Dakar sa 42e session ordinaire, un conseil des ministres qui a notamment permis l'adoption du nouvel organigramme régissant l'organisation intergouvernementale. Jean-Djibril William et Sanoussi Sané, compte rendu. 42e session ordinaire placée sous le signe de la restructuration. Après 5 jours d'échanges entre experts, les ministres du Sénégal, du Mali, de la Gambie et de la Guinée-Bissau ont adopté ce jeudi le nouvel organigramme de l'OMVG, une étape indispensable à la réalisation du projet énergie prévu dans le courant de l'année. L'OMVG avait fonctionné pendant un bon moment, donc suivant une structure, disons, provisoire. Aujourd'hui, la structure elle est là, l'organigramme sera validé aujourd'hui et toutes les structures, en tout cas toute l'organisation en tant que telle, donc pour permettre à l'OMVG de pouvoir fonctionner dans les règles de l'art. Et ceci entre dans une dynamique de mise en place rapide des structures de l'OMVG pour que déjà à partir du mois de juin, qu'on ait un premier livrable, c'est-à-dire la pose de la première pierre donc des ouvrages de Samangalou. Des projets dont la réalisation pourrait toutefois se heurter aux effets de la crise dite de la transgambienne, une question qui devrait figurer au menu des prochaines réflexions de l'OMVG. En ce qui concerne les problèmes liés au problème de circulation des populations et des biens le long de la frontière sénégalo-gambienne, c'est effectivement un problème qui intéresse l'OMVG. Parce que tout cela, c'est de l'intégration. Et je crois que, sans présager, le Conseil se penchera là-dessus et fera des propositions à leur Excellence, les chefs d'État et de gouvernement, pour un apaisement de la vie le long de cette frontière sénégalo-guinéenne. Cette 42e réunion vient consacrer la mise en place de nouvelles structures adoptées lors du Conseil extraordinaire des ministres tenu à Dakar le mois dernier. Une rencontre marquée entre autres par la nomination de la Guinée-Bissau à la présidence de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Et nous restons toujours avec cette 42e session ordinaire de l'OMVG. Les ministres des États membres ont également procédé à l'adoption du budget. Une occasion pour le ministre sénégalais de l'hydraulique d'évoquer les 2 grands projets prévus cette année par cette organisation. Mansour Faye s'est exprimé au micro de Jean-Djibril William. Au niveau de l'OMVG, nous avons 2 projets très importants. D'abord, c'est la réalisation des ouvrages du barrage de Samangalou et la ligne d'interconnexion, ce qu'on appelle le réseau d'interconnexion, disons d'une longueur à peu près de 1677 km à peu près. Et le montant global du financement s'élève environ à 800 millions d'euros pour ces 2 projets. C'est des financements qui sont entièrement bouclés. Il reste tout simplement à mettre donc, la structure pour pouvoir accompagner ces financements. Et puis en bref, la cérémonie officielle de la 33e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES s'est tenue ce matin à Dakar sous la présidence effective du Premier ministre sénégalais Mahammed Boun Abdallah Dionne. Elle a accueilli des ministres et de grandes autorités africaines de l'enseignement supérieur. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est une instance de coordination et d'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi un instrument de coopération multilatérale permanente entre les pays membres dans les domaines de la culture et de la science.
Je vous l'annonçais en titre, des Jarafs de Ouakam, de Ngor et d'autres peintres de Dakar ont pris part ce matin à une visite de terrain dans la zone aéroportuaire. Sur place, ils ont dénoncé le bradage de leurs terres et interpellé le chef de l'État Macky Sall pour qu'il mette rapidement fin aux agissements des promoteurs immobiliers qui ont commencé à ériger un autre mur derrière celui de l'aéroport afin de mettre la main sur l'espace qui sépare les deux murs. Je vous propose d'écouter Moustapha Gueye, un des membres du collectif. Nous sommes venus ici pour vous montrer de visu ce que les gens ont essayé de démonter. Vous avez derrière moi, vous avez le VOR, c'est le VHF Omning Range. Ici, vers Ouakam, vous avez l'ILS. L'ILS, ça veut dire Instrument Landing System. Vous avez le Glide Pass, vous avez le Localizer qui est là, vers Yoff. Ce sont des instruments sur lesquels j'ai travaillé pendant plus de 25 ans. Nous ne sommes pas venus ici pour faire du vandalisme ou quoi que ce soit. Nous sommes venus montrer au Sénégal et aux Sénégalais et aux honnêtes citoyens ce que l'on nous a fait. Nous ne sommes pas contre le problème de sécurité. Nous n'avons jamais été contre un problème de sécurité. L'État a ses responsabilités. Si l'OACI demande à ce que les aéroports soient sécurisés, on ne doit pas prendre les titres privés des gens pour les envelopper sans en parler avec les intéressés. C'est tout ce que nous voulons expliquer au monde entier. Voilà, grosso modo, ce que je voulais résumer sur ça. Bon, il y en a plusieurs. Je ne peux pas vous dénombrer le nombre de titres, mais il y en a beaucoup. Mais tous les chefs de village de Djalaw à Ngor sont là. Ils sont là, les Jarafs, les chefs de village sont là derrière moi. C'est aujourd'hui que la communauté chrétienne célèbre l'Ascension, une occasion pour commémorer la montée du Christ au ciel. Kodoussen et Bachir Boyon ont assisté à la messe de la paroisse Saint-Christophe. Reportage. Le jour est symbolique pour la communauté catholique de la paroisse Saint-Christophe de Yoff de Dakar. Venu en grand nombre commémorer l'ascension du Christ au ciel, l'homélie dite à cette occasion de la messe de ce jeudi a été surtout axée sur la positivité de la séparation physique du Christ avec ses fidèles. Donc c'est une séparation d'une certaine façon joyeuse, car le Christ part, mais il est autrement présent par sa force, par son esprit et par toutes les grâces qu'il continue de communiquer à l'Église à travers les sacrements. Donc c'est pourquoi la fête de l'Ascension reste pour nous une continuation de la résurrection. Pour ces fidèles, l'Ascension est une fête pour magnifier le mystère de la création et la descente de l'Esprit Saint sur terre. Chaque fois que Dieu manifeste sa puissance, quelqu'un qui vient comme ça, il monte dans les yeux, c'est Dieu qui l'a fait. Donc il n'y a pas... On ne peut que se réjouir et manifester la présence de Dieu parmi nous. Cette présence de Jésus, mais il faut dire que tous les catholiques la sentent, hein, parce que c'est une présence à nos côtés, puisque nous ne cessons pas en tout cas de prier. Et quand on prie, on espère qu'il y a une oreille qui est à nos côtés et qui écoute nos prières que nous formulons. C'est pourquoi nous espérons qu'il est toujours à nos côtés et nous sentons cette présence de Jésus vraiment à nos côtés. En cette célébration de l'Ascension, les prières du pasteur de la paroisse Saint-Christophe sont allées à l'endroit des détenteurs des responsabilités politiques et sociales afin qu'ils inscrivent leurs actions dans le souci d'aider les plus démunis. Le processus de restructuration de la Sunewar se concrétise. L'ancien patron de la Sénélec, Pape Dian, est nommé directeur général pour redresser la boîte. La décision a été prise à l'issue du conseil des ministres tenu ce mercredi. Il sera aidé dans sa tâche par un conseil d'administration dirigé par Youssouf Diallo, qui était jusque-là conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Agriculture. La Sunewar a été arrachée à Abbas Jaber après une privatisation très controversée. Depuis lors, l'État du Sénégal était à la recherche d'un repreneur pour la société agroalimentaire. Récemment, en Conseil des ministres, le président de la République, Macky Sall, a demandé à son gouvernement d'accélérer le processus de restructuration de la Sunewar, la principale huilerie du Sénégal, en marge du Conseil des ministres tenu le 27 avril.
Le Maroc signe son adhésion au sein de l'Eurocontrol. Cet accord est en vigueur depuis le 1er mai passé. Le royaume chérifien devient le premier pays africain à intégrer l'organisation intergouvernementale européenne. Amadou Sabarba nous en dit plus. Pour la sécurité de la navigation aérienne, le Maroc vient de rejoindre Eurocontrol. Le royaume est le premier pays africain à adhérer à cette organisation intergouvernementale européenne. L'accord a été conclu le 29 avril dernier en marge du Salon international aéronautique de Marrakech. Désormais, le Maroc peut bénéficier de l'ensemble des services fournis par l'agence au même titre que les 41 pays européens membres de l'Eurocontrol. Selon le directeur général de l'Office national des aéroports du Maroc, cet accord global historique est une reconnaissance de la performance des services de contrôle de l'espace aérien et de gestion du trafic du pays. Zouer El Aoufir de dire que ce pacte privilégié va permettre la réduction des coûts et des délais de vol opérés à travers des aéroports marocains. Le directeur général d'Eurocontrol déclare que son agence a noué depuis des années une étroite collaboration avec le Royaume du Maroc et cette signature vient consolider la relation. Frank Bretner affirme que cet accord est un signal fort qui rapproche le Maroc à l'Europe et son adhésion au système aérien européen. Près de 850 vols circulent chaque jour entre l'Europe et le Maroc depuis l'accord d'Open Sky en 2005. Alors, le Maroc signe son entrée dans la cour des grands en matière d'aviation. La page internationale de ce jeudi nous mène d'abord en République démocratique du Congo où Moïse Katumbi a annoncé sa candidature à la présidentielle prévue d'ici la fin de l'année 2016. Et puis au Brésil, c'est l'ouverture recommandée de la procédure de mise en accusation de la présidente Dilma Rousseff. Suivons le tout avec Fatou Cissé. Moïse Katumbi a annoncé sur son compte Twitter être candidat à la présidentielle prévue d'ici fin 2016 en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a déclaré que dans les prochains jours, il entamera une tournée nationale à travers tout le territoire du Congo. Les autorités congolaises accusent l'ex-gouverneur du Katanga de recruter des mercenaires. Ils ont annoncé mercredi l'ouverture d'un dossier à son encontre. Une commission spéciale brésilienne du Sénat a recommandé l'ouverture de la procédure de mise en accusation en séance plénière. Une menace de destitution pèse de plus en plus sur la présidente Dilma Rousseff. Les sénateurs décideront mercredi ou jeudi prochain s'ils suivent cette recommandation comme l'ont déjà fait les députés. La commission spéciale sur la destitution dénonce un crime de responsabilité de la part de Dilma Rousseff, a indiqué le sénateur en charge du rapport. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014 et 2015 pour cacher l'ampleur des déficits et ainsi favoriser sa réélection. Des accusations qui s'ajoutent aux soupçons de corruption dans l'affaire Petrobras. Mais la présidente brésilienne reste sereine. Elle est convaincue de n'avoir commis aucun crime de responsabilité. Zika continue de s'étendre en Amérique du Sud et centrale. Au Panama, 264 cas d'infection ont été recensés à ce jour, dont une quinzaine concernant des femmes enceintes. Le virus est très soupçonné d'entraîner des malformations crâniennes chez le fœtus. Les autorités panaméennes viennent d'annoncer l'existence de 4 cas de microcéphalie liés à Zika. Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver un vaccin et éradiquer l'épidémie. Des chercheurs brésiliens ont récemment identifié une bactérie qui écourte la vie des moustiques tigres et réduit très fortement leur capacité à transmettre Zika. On passe pour finir à l'actualité sportive avec le Real qui va jouer sa 14e finale de Ligue. Et puis nous parlons aussi de Hatem Ben Arfa, l'ancien joueur de l'OM a démenti par un communiqué son implication ainsi que celle de son entourage dans le cadre des transferts d'août de Marseille. Un mot de tennis aussi avec André Murray, le Britannique a pris le dessus sur Gilles Simon et se qualifie en quart de finale du Mr. 1000 de Madrid. Voyons tout cela avec Fama John. En battant Manchester City sur la plus petite des marges, le Real de Madrid a rejoint hier mercredi l'Atlético en finale de Champions League. On aura donc droit le 28 mai prochain à un remake de 2014.
Au terme d'une demi-finale retour décevante au niveau du jeu, les Merengues se sont imposés à domicile pour rallier Milan. Le seul but du match est l'œuvre de Fernando contre son camp à la suite d'un centre-tir de Gareth Bale qu'il a dévié dans le but de Joe Hart. Nous sommes à la 20e minute de jeu. Sans être transcendant mais en maîtrisant son sujet, le Real accède donc à sa 14e finale de Ligue des Champions. L'Europe parle espagnol, plus que jamais. Alors que le Canard enchaîné a publié mercredi un document portant sur le dossier des transferts douteux de l'Olympique de Marseille, Hatem Ben Arfa a tenu à réagir via un communiqué officiel diffusé par son avocat Jean-Jacques Bertrand. Hatem Ben Arfa entend mettre un terme à toute allusion pouvant le concerner, tant lui-même que son conseiller ou son avocat, à propos des mentions portant sur son nom à l'occasion de son transfert à l'Olympique de Marseille vers le club de Newcastle. Lui-même et son entourage n'ont jamais été impliqués dans les négociations entre les deux clubs et leurs représentants, et plus particulièrement celles visées par les médias, est-il notamment mentionné. Depuis 2 ans, Jules Simon avait pris la bonne habitude d'offrir une belle résistance à Andy Murray. Mais ce jeudi, en 8e de finale à Madrid, le Français n'a fait illusion que pendant 3 quarts d'heure, jusqu'à ce qu'un mauvais jeu de service à 4-5 lui coûte le premier set. Vainqueur 6-4, 6-2, Murray, plutôt très solide et serein dans ce match avec 69% de premier service, 0 balle de break à sauver, affrontera demain en quart de finale le vainqueur du match entre Ferrer et Berdych. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous.